Alors oui, en effet, j'ai pu constituer en 1991, après 2 ans d'un laborieux travail au bouton de veste, un groupe de 6 parlementaires, femmes et hommes, au Sénat, pour porter à titre individuel, cela m'avait été bien précisé, une proposition de loi en faveur du partenariat civil, selon un terme emprunté à la législation danoise sur le sujet. C'était, comme vous le savez, une préfiguration des initiatives qui ensuite ont eu lieu à l'Assemblée nationale et qui ont permis de produire, pour finir, le PACS, grâce à la majorité parlementaire rouge-rose-verte de 1999. Mais je voudrais dire, avant tout et surtout, solennellement, que cette conquête, si elle a transité par certains d'entre nous parlementaires, elle doit d'abord être attribuée aux femmes et aux hommes qui l'ont portée envers et contre tout. Ce n'est donc pas une faveur qui a été octroyée, mais le résultat d'une lutte dure, cruelle, collective. Dans le contexte particulièrement cruel de l'épidémie du sida, qui tuait alors quasiment à coup sûr tous ceux qu'elle touchait. Pour ma part, j'ai été alerté et convaincu, ce qui n'était pas rien, puisque je n'y connaissais strictement rien, par les membres de l'association Gays pour les libertés. Et je leur dédie, ne sachant où ils sont aujourd'hui, et s'ils sont là encore, l'hommage que vous rendez à cette loi qui a résulté de leur action, non de la mienne ni de mes comparses. Ce rôle précurseur de législateur comme sénateur de l'Essonne, je le partage pleinement avec ceux qui ont signé ce premier texte, dans une indifférence matinée d'hostilité, de moquerie, parfois à peine masquée. C'est pourquoi je prends la liberté de vous en lire les noms à cet instant, ne sachant pas non plus à leur sujet, s'ils sont toujours là. François Hautain de Loire-Atlantique, Jean-Pierre Bel des Français établis hors de France, Maryse Berger-Lavigne de Haute-Garonne, Gilbert Belin de Puy-de-Dôme, Marc Boeuf de la Gironde, Roland Courteau de l'Aude, André de Lélys du Pas-de-Calais, Guy Pen des Français établis hors de France, Louis Philibert des Bouches-du-Rhône, Roger Quillot du Puy-de-Dôme, Franck Séruscla du Rhône. Ensuite, comme prévu par nous, nous en étions très intimement convaincus d'avance, ce texte a fonctionné ensuite comme une liberté collective, c'est-à-dire non seulement pour les couples homosexuels, mais aussi pour les couples hétérosexuels. En définitive, en renforçant les possibilités de solidarité sociale assumée, le texte a été le moyen d'une amélioration de la société tout entière dans toutes ses composantes. La preuve a été ainsi apportée qu'une possibilité de liberté constituée sur l'idée d'égalité des droits est toujours un bienfait pour tous, puisqu'elle libère et n'impose rien. Cela signifie que les combats pour l'égalité des droits humains, que les combats pour l'égalité des droits humains dans le domaine social ou sociétal ne connaissent aucune différence et qu'il est vain de vouloir les distinguer. Et j'attribue à ces premiers pas, aux combats opiniâtres qui ont été menés, avec souvent la force de la tendresse et de l'écoute de l'autre qui permettait de convaincre. Le fait que, pour finir, le droit au mariage pour tous a pu trouver son chemin et son aboutissement dans une société désormais moins brutale et mieux éclairée sur ce sujet. Comprenons à cette occasion, si vous le permettez, combien la règle de l'humanisme, auquel je me rattache personnellement, philosophiquement, peut être bienfaisante pour la société. Elle postule que l'être humain est l'auteur de son existence. Alors la liberté doit lui être donnée de l'être aussi totalement que nécessaire.
L'orientation sexuelle de chaque individu ou l'orientation de genre n'est pas un choix de sa part. Vouloir lui en imposer une ne peut jamais être autre chose qu'une odieuse et indigne violence. Que cela nous serve de leçon pour le présent. L'identité de genre peut être discutée par ceux à qui elle est attribuée. Car cela non plus ne résulte de rien d'autre que de toute la force d'un ressenti et d'une certitude qui appartient à chacun, chacune, de façon intime et irrépressible. Dès lors, nous pouvons être certains que l'identité de genre est d'abord, d'une manière ou d'une autre, déclarative. La liberté de genre est donc un droit. On doit pouvoir exercer cette liberté par une simple déclaration gratuite devant un officier d'état civil. Cette liberté ne comporte aucun inconvénient pour la société. Au contraire, quand elle fait cesser la violence d'une identité imposée et forcée. Je suis fier d'avoir porté cette revendication dans le programme insoumis à l'élection présidentielle, puis législative au nom du nouveau Front populaire. Les sarcasmes avec lesquels elle a été accueillie par le président de la République suffisent à montrer qu'il s'agit bien d'un combat à mener pour l'obtenir. Rien ne sera accordé par faveur, là non plus, comme chaque fois qu'il s'agit d'une liberté. Je suis certain que la liberté de genre est une étape incontournable dans l'évolution de la condition humaine et que d'une façon ou d'une autre, elle s'imposera, moins par la force des choses que par les mains tendues, la tendresse, l'affection, la force de conviction qui permet de comprendre que personne ne perd rien à la liberté de l'autre. Et pour terminer, je n'en dirai qu'un mot, que cette soirée en soit une étape. Vous êtes certains de trouver de votre côté tous ceux qui ont bien compris que l'égalité est un mot qui s'applique à toutes les circonstances.